Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Ready to be Invested Programme. Je suis toujours Ben Picard et aujourd'hui nous avons un invité pour cette 6e vidéo bis, à savoir Xavier Peters qui est notre investisseur chez Meusavest. Et pour cette vidéo sur le plan financier, le business plan, la bonne façon de préparer son dossier de financement, il me semblait que la meilleure approche c'était de poser la question finalement à celui qui lit, qui analyse les dossiers. Voilà pourquoi, Xavier, bonjour, Bonjour. tu es parmi nous aujourd'hui. Alors, ces vidéos, comme d'habitude, sont en Creative Commons, donc vous pouvez les utiliser, vous pouvez les partager, vous pouvez les filer à vos copains, mais vous ne pouvez pas les vendre, et vous devez évidemment citer les sources, et si vous les utilisez, vous devez les utiliser à l'identique, comme d'habitude. Ces vidéos sont toujours dans le cycle du Ready to be Invested Programme, qui est un ensemble de workshops que nous organisons chez Leansquare et qui ont pour but d'aider des projets de start-up à bien écrire leur projet de dossier financier en vue évidemment de lever des fonds. Alors dans ce programme, nous sommes au 6e module. On a parlé de la méthode, la proposition de valeur, de son business model, la traction client, du funding, du PNL carton de bière. Et maintenant qu'on a un peu tous les éléments sur la table, on essaie évidemment de rassembler tout ça dans un dossier investisseur, qui est évidemment la pierre angulaire de votre projet de financement. Cette interview est le complément d'une vidéo introductive dans laquelle j'ai un peu rappelé les grandes bases, et aujourd'hui on va poser quelques questions à notre investisseur. Alors, les questions qu'on va aborder vont tourner autour de la distinction entre la notion de prêt d'amorçage et de vrai levée de fonds. Qu'est-ce que c'est un investissement en equity? Comment ça marche? C'est quoi la bonne valo? C'est quoi une bonne valorisation? Comment écrire un bon dossier? Quels sont les critères pour l'investisseur? Toutes sortes de questions évidemment que j'imagine on a souvent l'occasion de recevoir, ou qui sont des questions fréquemment posées, donc histoire de plus toujours raconter la même chose, on enregistre la vidéo. Voilà. Alors on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Xavier, quels sont un petit peu, pour les startups qui viennent nous voir chez Leansquare ou chez Meusavest, les grands modes de financement de Meusavest Leansquare? Alors, il y a donc deux types de financement. À la base, Meusavest est un capital risqueur, donc son rôle principal est de faire des participations en capital, donc on prend une part du capital de la société dans laquelle on investit, ou alors on fait une intervention sous forme de prêt, donc un peu, on remplace un peu la banque, et on peut aussi, en fonction du projet, en fonction du besoin et de l'analyse, on peut aussi faire un jumelage des deux, une participation en capital et un prêt. Alors Leansquare étant un organisme incubateur et fonds d'investissement porté uniquement sur les startups, il y a une petite différence par rapport à Meusavest, puisque en plus des participations en capital que l'on prend dans les startups, on fait aussi du prêt d'amorçage, qui est un prêt qui arrive vraiment en très très early stage, avant toute forme de prêt de participation en capital ou de levée de fonds seed, qui permet en fait d'accélérer à un moment T une partie de l'activité de la startup. Mais voilà, c'est vraiment du capital ou du prêt. Ok. Par rapport aux autres grands types d'investisseurs, des business angels, des VC, etc., la philosophie, j'imagine, tant de Meusavest que de Leansquare, c'est bien sûr d'aider les entreprises de la région, ou pour Leansquare d'un territoire plus vaste. L'objectif, c'est quoi? Être partenaire financier à long terme? Quelle est la philosophie derrière? Alors, on est un capital risqueur, on est un fonds d'investissement, donc clairement, notre rôle, à un moment donné, c'est aussi que cet investissement que l'on porte dans une entreprise soit rentable. Donc on va évidemment analyser la société sous une forme de rentabilité, comme n'importe quel investisseur. Comme n'importe quel investisseur, oui. La seule différence, c'est que par rapport à des investisseurs privés ou des venture capitalistes, on veut réellement occuper un rôle de partenaire aux côtés du porteur de projet, et on prend notamment un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration. Donc ça veut dire qu'on prend une responsabilité aussi en termes décisionnels au sein de l'entreprise, puisque le poste d'administrateur implique toute une série de responsabilités. Et on veut être un partenaire financier, mais aussi stratégique pour l'entreprise. Alors nos investissements ou nos participations,
On n'a pas pour but de rester à très long terme. Oui. Notre rôle, c'est de mettre l'entreprise sur les rails et dès qu'elle peut vivre de ses propres moyens et voler de ses propres ailes, eh bien on s'en va. Et donc, généralement, on peut considérer qu'on est plus à moyen terme qu'à long terme. Mais c'est vrai que pour certaines sociétés qui ont croissance par étapes, j'imagine qu'on réintervient aux différents niveaux d'étapes, un peu comme des nouveaux dossiers, exactement. Mais en étant déjà dans la croissance de l'entreprise. Voilà, exactement. Donc, avec tous les outils de Meuzavest, on peut effectivement, et de Lean Square, on peut participer au financement de chacun des stades de l'entreprise, que ce soit de l'amorçage jusqu'au financement de croissance, en passant par du financement d'immobilisation, que ce soit du bâtiment ou autre. Donc on peut, et en fonction de la term sheet que l'on fait avec nos sociétés participées, il arrive très régulièrement que les sociétés prolongent cette term sheet parce qu'elles perçoivent et elles se rendent compte de l'avantage que l'on apporte en étant un partenaire à leur côté. C'est ça. Qui dit stratégie ou logique à la fois de rentabilité mais aussi de partenaires financiers à long terme, dit, comme tu l'as mentionné, rôle d'administrateur, ça veut dire que a priori, Meuzavest Lean Square, ça investit dans des sociétés anonymes, j'imagine, plutôt que des SPRL ou des personnes privées. Voilà, d'un point de vue juridique, on est automatiquement... Alors, on peut prêter à des sociétés, à des SPRL, parce que là, évidemment, on est plus en rôle de j'aime pas dire banque, parce qu'on n'est pas du tout une banque, mais parce que même si on fait du prêt, la société peut quand même bénéficier de tous les avantages que peut apporter Meuzavest en termes de réseautage ou en termes de conseil. Mais c'est vrai que sous forme de capital, on investit uniquement dans des sociétés anonymes, parce que la société anonyme, d'un point de vue juridique, elle est organisée d'une façon bien spécifique dans le code des sociétés, avec un conseil d'administration, et donc c'est beaucoup plus simple, et beaucoup plus carré, beaucoup plus lisible d'investir dans une société anonyme et de prendre un poste d'administrateur dont le rôle est bien déterminé dans le code des sociétés. C'est ça. Donc il y a toute une dynamique de gouvernance aussi, gouvernance non seulement sur le pilotage de l'entreprise, mais aussi par rapport à la croissance, la façon d'évoluer, et donc cette logique de gouvernance, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Ça va tirer vers le haut des startups qui rentreraient dans cette approche. Alors effectivement... parce que d'une certaine façon, sans que ce soit contraignant nécessairement, on va les installer dans un moule, un modus operandi qui les amène évidemment à réfléchir déjà comme les grandes sociétés qu'elles aspirent à devenir. Oui, tout à fait, sachant qu'en plus, amener de la corporate governance dans une petite structure comme une startup, ça la met déjà sur les bons rails pour aller présenter à un moment donné un dossier à d'autres investisseurs et surtout se professionnaliser et se rendre compte de ce que c'est que la vie d'une entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est financé, on doit effectivement respecter les règles, respecter le droit, et donc on apporte cette corporate governance sans vouloir non plus être le policier qui, avec son bâton, qui frappe à chaque fois qu'on fait une erreur, parce que voilà, c'est pas grave, on est là aussi pour recadrer quand il faut recadrer de façon très positive, mais on apporte cette corporate governance qui est évidemment hyper importante, surtout quand la société va croître. Oui. Voilà, donc on retient pour les startups partenaires financiers long terme, une logique où on cherche la rentabilité, mais également à développer la région, et des outils qui sont logés dans différents instruments, Lean Square pour ce qui est, disons, Startup Nouvelle Économie, Meuzavest ou d'autres filiales d'ailleurs du groupe lorsque l'entreprise grandit, et avec des outils financiers adaptés aux différents moments de la vie, du prêt d'amorçage, parce qu'on n'est même pas encore... on peut être constitué, mais en tout cas on est tout nouvellement constitué, le prêt d'amorçage, on va revenir dessus, de la participation en equity, et puis différentes formes d'autres outils financiers, du prêt à du montage de dossiers complexes lorsqu'on est dans une dynamique de croissance. Tout à fait. Super. Alors, on a abordé la question du prêt d'amorçage. Donc, la plupart des startups veulent lever en action, en equity. Ça, c'est évidemment l'idée. Mais ici, chez Lean Square, on a constaté que pour beaucoup de projets, cet instrument était peut-être difficile à mettre en place. Et donc on a été amené à inventer le prêt d'amorçage après avoir croisé finalement quelques dossiers. Et qu'est-ce qui nous a amené? Qu'est-ce que c'est le prêt d'amorçage? À quoi ça sert? Comment ça marche? Pourquoi est-ce qu'on a inventé ça ici? Alors, en fait, donc, au fur et à mesure qu'on rencontrait des startups, on se rendait compte qu'elles voulaient absolument faire déjà du seed capital et donc lever des fonds. Le problème, c'est que quand on veut lever des fonds, il faut arriver avec une série d'informations, de KPI. Il faut justifier le fait qu'on lève des fonds. Donc, on s'est rendu compte que certaines startups étaient à un stade encore
pas assez avancé pour Oui. pouvoir prétendre à une première levée de fonds, même si c'est du très early stage. Pourquoi? Parce que la qualité de l'information, parce que le... Voilà, mais ça, il y a différentes raisons. Elle n'a pas encore testé réellement son marché, elle n'a pas encore toutes les informations nécessaires sur son marché ou sur son produit ou sur l'évolution de son produit. Elle n'a pas encore un premier client qui démontre que sa solution ou que le marché existe. Et donc, comme nous, on attache une très très grande importance à l'attraction, à la customer traction, à l'attraction client. C'est un point qu'on regarde en premier quand une startup vient nous voir. Est-ce que tu as déjà un premier client, un début de traction? Je le rappelle dans la vidéo introductive à ce chapitre, la plupart des investisseurs financent plutôt l'accélération d'une idée qu'une année de salaire pour les porteurs de projets pour tester. Donc on va plutôt soit financer l'accélération de l'idée lorsque le projet est prêt, soit se donner les moyens, à travers le prêt d'amorçage, si je t'entends bien, de s'assurer que le projet a bien effectivement tous les bons ingrédients sur la table. Et s'il nous manque l'un ou l'autre ingrédient, le véritable coût d'acquisition, la validation d'un premier panel de clients, etc., ça c'est le genre de, en quelque sorte, pré-projet qu'on peut imaginer de financer à travers la notion de prêt d'amorçage. Ok. Ça marche comment le prêt d'amorçage en fait? Alors donc là par contre, je parlais tout à l'heure qu'on investissait uniquement en capital dans les sociétés anonymes et qu'on pouvait prêter à des SPRL. Donc là on va évidemment demander aux porteurs de projets de constituer au moins une SPRL, pour avoir un outil juridique effectivement pour... Ce qui est dans tout son intérêt, parce qu'autrement ils contracteraient on peut de toute façon, prêt à titre personnel. Donc de toute façon nous en termes d'investisseurs on ne prête pas à des personnes physiques. Voilà, et même pour la personne physique, c'est beaucoup mieux en fait d'avoir une entité juridique. Exactement, puisqu'elle l'entité juridique la protège par rapport à son patrimoine, privé. Donc on lui conseille. C'est de toute façon une bonne chose. De toute façon, c'est une bonne chose. Et puis nous, c'est une condition d'avoir. Ça veut dire qu'on est très différent, par exemple, des bourses de préactivité. La bourse de préactivité, c'est vraiment pour aller se demander est-ce que ça tient la route. Ici, on doit quasi déjà avoir un plan dont un certain nombre d'hypothèses, donc on est quasi sûr de vouloir y aller, mais on s'assure en quelque sorte de détails d'exécution, de métriques. Donc c'est pas une bourse de préactivité. Non, la bourse de préactivité arrive avant, si on doit faire un timing, la bourse d'activité elle arrive bien avant le prêt d'amorçage, parce que la bourse d'activité c'est une sorte de subside que l'on donne à une personne physique pour aller tester, parce qu'il y a une bonne idée et qu'on a envie de l'aider. Là on est bien plus avancé que ça, mais à un moment donné il manque une information, il manque un test, il manque une première traction, et donc on fait un prêt, et on met déjà la start-up dans ce mode de financement, puisqu'on l'oblige à avoir un cadre juridique précis, et on fait ce prêt d'amorçage. Alors c'est des prêts de type comment? Je vois prêt bullet, qu'est-ce que c'est un prêt bullet convertible? Un prêt bullet convertible, donc ça veut dire qu'on prête à la société sur une durée bien précise, généralement c'est une durée de 3 ans, et bullet ça veut dire qu'elle ne rembourse ni le capital ni les intérêts. Donc elle doit rembourser le capital et les intérêts à l'échéance. Et il est convertible parce que évidemment on espère à un moment donné que la start-up a démontré, enfin qu'elle a rempli les objectifs de l'amorçage, qu'elle a une première accélération, qu'elle a une première traction client, en tout cas qu'elle a rempli les objectifs qu'on a fixés dans l'amorçage. Et donc il est convertible, c'est-à-dire qu'on ne lui demandera pas de rembourser, on le convertira lors de la vraie levée de fonds qui en principe devrait suivre. Donc si je résume, j'ai une situation, j'ai quasiment un dossier d'investissement, je me pose des questions sur mon coût d'acquisition client, plutôt que d'aller quelque part m'exposer à lever 400 000 € chez l'investisseur en restant avec une zone de risque, je présente un dossier en disant voilà, ça c'est mon plan à 400 000, mais j'ai des doutes sur telle ou telle hypothèse. En 3, 4, 5, 6 mois, pour moins de 25 000, je continue de bosser de mon côté, mais ça me permettrait d'activer, je peux participer à un salon international où je pensais justement trouver l'essentiel de mes clients, je peux mener des vraies campagnes test avec un certain volume, bref, je peux faire des opérations qui me permettent de sécuriser mon plan à 400. Si ça marche bien, quand je lève mes 400, mais 425, enfin les 400 plus les 25 ou 375, je ne sais pas, qui sont convertis, donc je ne rembourse pas. Et si ça n'a pas fonctionné, je peux être très 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 content parce qu'au lieu d'avoir 400
et une société en route, bah, à la limite, dans le vrai pire des cas, je ferme et tant pis, l'histoire se termine. Ou si je poursuis, je peux rembourser ou Exactement. pivoter. Mais dans tous les cas, je peux avancer en ayant non pas 400 000 qui sont partis, mais 25 sécurisés qui me permettent de pivoter, rebondir, accélérer. Ça, c'est évidemment ce qu'on souhaite. Ou si c'était vraiment catastrophique, devoir stopper, mais au moins on stoppe avec, Oui. avec des dégâts extrêmement limités. Et ce qui permet aussi du prêt d'amorçage, c'est de pouvoir surtout affiner son plan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Oui. on peut venir avec une première idée de lever 200 000 euros parce qu'on en a Mhm. besoin, et que finalement, avec l'amorçage, on se rend compte qu'on en a besoin de 300. Parce que le C'est marché ça. a démontré qu'il fallait plus pour accélérer, pour avoir un effet d'accélérateur plus important, et que donc il fallait lever plus. Ou à peut-être, à contrario, contrario, on peut venir s'en avec sortir. 400, Voilà. et puis se rendre compte qu'avec 200, on peut déjà faire énormément de choses, et que ça ne sert à rien dès le départ de devoir lever 400 000 euros et d'avoir des objectifs alors, parce que plus, évidemment, plus on on va, lève, on va y venir. on y viendra, mais La- plus alors le regard de l'investisseur est Évidemment. tranchant. Évidemment. Évidemment. Et donc c'est vrai que le prêt d'amorçage, ça permet d'affiner la connaissance, et on sait évidemment que le monde change. Hein. L'horizon, c'est 3-6 mois maximum. Hein. Typiquement, Oui. même si le bullet de prêt est fait sur 3 Oui. ans, on essaye le plus souvent Oui. qu'en 3 à 6 6 mois, mois. certainement dans des startups de la nouvelle économie, Oui, oui. comme je dis, dans le digital, tous les 18 mois, 50% est réinventé. Oui. Donc si en 3 mois, on n'est pas, en 3 à 6 mois maximum, on n'est Oui. pas capable de valider ces hypothèses, ça veut dire Tout à qu'en fait. pratique, on est à côté de On ces a mis à contrats. l'origine 3 ans, mais on pourrait très bien mettre 1 an, puisque de toute Ouais, façon, les objectifs de l'amorçage se font toujours de 3 à 6 mois grand Oui, maximum. ça Si paraît- ça dure, ça paraît si ça le- dure plus longtemps que 6 mois, Le c'est monde plus a de tellement l'amorçage. changé Exactement. que ça change ça. Et évidemment, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que plus on est précis, plus on peut justement lever la bonne quantité au bon montant, et ça nous amènera finalement tout à l'heure à la question de la valeur qui va Tout tomber. à fait. Un investissement maintenant en equity ou en action, donc à côté du prêt d'amorçage, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne? Ça c'est le mode d'investissement normal, donc là on suppose qu'on a les hypothèses. C'est quoi les étapes? Ça prend combien de temps? Ça se passe comment? Alors, Parce qu'on a parfois des gens qui viennent nous voir mi-décembre en disant oh, moi début janvier j'aimerais bien Voilà. lever, blablabla. Est-ce que c'est réaliste? voilà, ça non, alors, c'est pas réaliste. Alors, c'est vrai qu'il y a des exceptions, évidemment, qui confondent Oui, la règle. oui, Alors, on a toujours la connu. règle générale dit que pour faire une bonne levée de fonds entre le premier rendez-vous Oui. et le passage d'acte, il y a entre 3 et 4 mois qui se sont C'est ça. écoulés, ce qui permet évidemment d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir analyser le dossier. Alors parfois il y a des dossiers, des levées de fonds qui se font en 6-7 mois parce que les négociations prennent plus de temps, parce qu'il faut des Ou informations. parce que les dossiers sont Par les incomplets. dossiers sont incomplets, et oui. parfois il y a des dossiers qui sont complets tout de suite, où il n'y a pas besoin de le retravailler, et où en fonction du timing de chacun, on arrive à faire plus court que 3 mois. Mais C'est en ça. règle générale, mais il il y a faut une compter- espèce de distance ou de temps organique Ouais. parce que structurellement, il y a une logique évidemment. Oui. D'abord, on se marie en quelque sorte Exactement. avec quand même un certain terme, hein, donc il faut se courtiser quelque peu. Mais d'une manière pratique, effectivement, il y a des étapes. Quelles sont un peu les grandes étapes? Alors, comme je le dis, il y a déjà évidemment un rendez-vous avec le porteur de projet. Donc le Oui. porteur de projet, dès qu'il se sent prêt, va rencontrer son investisseur, va rencontrer Mesinvest. Voilà, ici chez Lean Square, on a les One Hour Challenge, hein, Voilà. qui sont des opportunités, donc onehourchallenge.be ou ohc@leansquare.be. Tout à fait. Avec ce premier rendez-vous où le porteur de projet vient exposer son projet, vient exposer ses besoins, évidemment il y a une discussion qui est faite, on lui explique évidemment toutes les procédures, mais on va lui demander, si ce n'est pas déjà fait, de constituer un dossier d'investissement. Voilà, qui est évidemment l'objet de tout ce programme vidéo Ready Voilà. to be Invested. Hein, Tout à fait. Donc comment avoir le meilleur dossier possible, voilà. Voilà. Ok. Donc, qui reprend toute une partie qu'on appelle qualitative, donc Ouais. toutes les informations qualitatives de l'entreprise, du marché. Ouais, on ce va qu'elle revenir faire, dessus dans on vos reviendra questions. dessus. Ouais, voilà. Et la partie financière, de quoi avons-nous besoin et à quelle valorisation, Ok. évidemment, allons-nous rentrer. Ah oui. Et donc ce qui fait qu'une fois qu'on a ce dossier-là, on valide alors avec le porteur de projet le mode d'intervention prêt ou capital. Ici on est en equity, on rentre en equity, et donc ça découle la discussion de la valorisation et des conditions ça. d'investissement. La valorisation qui est donc, je reçois 400 000 euros, mais en échange de combien de pourcents de Exactement. ma boîte? Évidemment, Exactement. si j'ai 400 000 pour 40%, c'est que quelque part on présuppose que la société vaudra 1 million. Voilà, tout à fait. Donc il faut savoir que nous, on ne On prend va jamais... discuter la question de la valo dans Elle 2 reviendra minutes, plus tard, ouais. mais on ne prend jamais la majorité des parts, c'est Ok. pas notre rôle. On ne prend jamais non plus la délégation journalière, donc on laisse ça au porteur Ouais. de projet. Pourquoi?
Parce que c'est pas notre rôle. Je veux dire, notre rôle n'est pas d'être majoritaire dans une entreprise. C'est le porteur de projet qui c'est doit le être porteur de moteur projet de son business. qui doit être moteur et motivé. Ok. Et donc, pour être moteur et motivé, il doit avoir à côté de lui un partenaire qui le soutient d'un point de vue stratégique, mais qui aussi lui donne les fonds nécessaires pour pouvoir avancer. Et donc, on l'aide à prendre les décisions, mais c'est in fine lui qui est le porteur, l'administrateur délégué de son entreprise. Voilà, et alors une fois que le dossier est constitué, il doit être présenté à un comité d'investissement. Voilà, donc ce n'est évidemment pas moi qui prends la décision, c'est un comité d'investissement qui est composé d'indépendants, c'est-à-dire extérieurs à Mesinvest pour garantir la bonne gouvernance du fonds, évidemment. Voilà. Et de là l'importance, évidemment, d'avoir, à côté des nombreux échanges que vous pouvez avoir avec le scouter de projet lors des One Hour Challenge ou avec toi lorsqu'il présente le dossier, d'avoir également une version écrite, évidemment, de son dossier, parce que les décideurs du comité d'investissement lisent évidemment le dossier, et donc il ne suffit pas de pouvoir bien l'expliquer, il faut également pouvoir en faire une synthèse, puisque les investisseurs, eux, ils vont lire le dossier, c'est vraiment crystal clear. Ouais, il faut se rendre compte que c'est un critère aussi pour moi qui suis analyste et qui présente les dossiers, que si à un moment donné un porteur de projet n'arrive pas à synthétiser, à exprimer par écrit son projet, c'est que peut-être il n'a pas une vision claire de ce qu'il veut faire. Donc ça c'est très important. Même si le dossier d'investissement qu'il nous le donne, on le retravaille évidemment en interne pour le rendre. Il y a de rares exceptions de gens qui ont une vision claire mais ne savent pas l'exprimer. C'est vraiment plutôt une très exceptionnelle exception, sans tautologie, qu'autre chose. Normalement, si on sait où on va, on arrive au moins à faire un dossier, une synthèse, même si dans la forme on peut discuter, au moins sur le fond, la quintessence des points à aborder, qu'on liste d'ailleurs par ailleurs, c'est quelque chose sur lequel les gens, normalement, celui qui a une vision claire d'où il va, doit au moins pouvoir exprimer clairement la synthèse. Donc le comité d'investissement qui est composé d'indépendants, enfin hors extérieur de Mesinvest, statue sur le dossier, dit oui ou non. Et si le comité a validé l'investissement, alors le responsable de participation, moi je reprends alors la main sur le dossier et je recontacte alors le client et on arrive alors à la convention d'actionnaire, c'est-à-dire qu'on va négocier une convention d'actionnaire avec le porteur de projet, sachant que les conventions d'actionnaire chez Mesinvest, elles sont standardisées. Elles sont standardisées. C'est les fameuses term sheets pour les anglophones. Voilà. S'il y a plusieurs actionnaires, on va essayer d'avoir une seule term sheet pour tout le monde, évidemment. Et donc là aussi, on aide à la synchronicité ou à la cohérence des term Généralement, on prend la convention d'actionnaire de Mesinvest comme base, s'il y a d'autres investisseurs autour de la table. Et là, on voit alors justement le rôle de partenaire financier, évidemment. Quelque part, on aide le porteur de projet à avoir une seule convention d'actionnaire. Et donc, après la présentation au comité d'investissement, on a alors une convention d'actionnaire. Ce sont les fameuses term sheets en anglais. Tout à fait. Et là, convention d'actionnaire, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'avoir une seule pour tout le monde, si on a éventuellement plusieurs actionnaires. S'il y a plusieurs actionnaires, de toute façon, il n'y aura qu'une seule convention d'actionnaire qui va reprendre les desiderata de chacun. La convention d'actionnaire de Mesinvest servant de base, parce qu'elle contient déjà l'entièreté des conditions générales. Classiques qu'on retrouve. Et là, l'avantage, on joue alors vraiment le rôle de partenaire financier. On agrège tout le monde autour de la table. Et effectivement, on se met autour de la table autour d'une seule et même convention. Ok. C'est le roadbook en fait. Elle va dire ce que l'on peut, ce que l'on ne peut pas faire pendant toute la durée de l'intervention des investisseurs. Dès que cette convention d'actionnaire est validée et signée, on peut alors téléphoner au notaire et prévoir l'acte notarié, qui est l'acte qui va effectivement autoriser la libération des fonds. Qui va autoriser la libération des fonds et qui, juridiquement parlant, constitue véritablement l'entrée. C'est à ce moment-là qu'on est inscrit dans le registre des actionnaires de l'entreprise. Dès que l'acte notarié est passé et publié, alors on va effectivement pour une société anonyme remplir ce qu'on appelle le livre d'actionnaire, qui est le document qui est opposable au tiers, et qui dit bien qui détient les parts. Et qui est le magnifique bouquin que t'offre le notaire lorsque tu crées ta société. Exactement. Quels sont les bottlenecks là-dedans? Tant pour constituer le dossier, ça dépend évidemment essentiellement du porteur de projet, même si on aide le porteur de projet à aller de l'avant, qu'on le pousse, là en gros la main est chez le porteur de projet. Comité d'investissement, il y en a
quasiment par mois. Voilà. Voilà, donc ça veut dire qu'on tombe généralement entre 4 et 6 semaines. Ouais. Il y en a un, donc, dès que le dossier est bon, 4 ou 6 semaines plus tard, Ouais. on tombe dans l'agenda suivant. Et disponibilité du notaire, ben là, je pense Voilà. que. Alors nous, effectivement, avec mes Invest, on on est a un peu habitué. on a un notaire qui travaille évidemment à temps, enfin pas à temps plein évidemment, mais qui, Régulièrement. en tout cas qui travaille toujours pour Voilà. nous et qui est assez, réactif. Oui. Mais bon, le Voilà. porteur de projet peut prendre son notaire évidemment. D'accord, c'est ça. Donc le notaire, ça c'est au choix du porteur Oui. de projet Oui. où on peut les aider. Oui. Donc l'ensemble de tout ça, 3 à 4 mois, ça 3 à paraît 4 mois est effectivement un un timing timing raisonnable. moyen. Oui. On peut aller plus vite, on peut faire 6 à 8 semaines si tout est magnifique, machin, blablabla. Oui. Mais normalement, effectivement, 3-4 mois est un timing normal. Et de mon expérience, pour autant bien sûr que le dossier d'investissement soit bien constitué. Alors, là, on l'a abordé, évidemment, on l'a dit, on va mettre 200, 300, 400 000 dans la start-up. Une question clé, c'est la notion de participation dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de pré-money, post-money, comment ça marche ça? Donc effectivement, quand on achète des actions d'une société, alors il faut savoir qu'il y a un point très important quand on fait une augmentation de capital, c'est que nous, investisseurs, on ne va pas justement acheter des actions existantes, on va créer de nouvelles actions. Ok, donc on parle d'augmentation de capital plutôt que de rachat de parts. C'est-à-dire on ne rachète pas les parts en général. L'argent que l'on investit sert à la croissance et au développement de l'entreprise et pas à racheter les parts. Tous les investisseurs ne fonctionnent pas comme ça, mais dans le cadre des investissements Lean Square Mesinvest, on veut accélérer le développement. On ne cherche pas à racheter un portefeuille nécessairement, c'est un autre type d'opération. C'est un autre métier. C'est aussi possible, mais c'est un autre métier. Voilà. Là, on est dans du merging acquisition, etc. Ici, on est dans du financement véritablement d'activité économique. Donc, à aucun moment, si on était dans même un deuxième tour de seed, l'objectif n'est pas de racheter les parts des premiers fondateurs pour accélérer. L'objectif, c'est clairement d'ajouter des moyens financiers à l'entreprise pour accélérer son développement économique. Donc c'est un autre métier que ce qu'on appelle le merging acquisition. Alors, le pré-money, post-money, ça marche comment? Donc on va devoir valoriser l'entreprise. Et donc on va devoir lui donner un prix. C'est-à-dire que les parts qui existent, on va devoir dire à quel prix elles sont. Et donc c'est ce qu'on appelle la valorisation pré-money, c'est-à-dire qu'on valorise avant l'augmentation de capital. Ça n'a rien à voir avec le capital de la société. C'est vraiment la valorisation. Donc une société capitalisée à 50 pourrait valoir 150 parce qu'elle a développé, elle a des contacts, elle a du potentiel et que donc on estime qu'elle vaut plus que ses fonds propres. Voilà. Et ça évidemment c'est vrai et très virtuel. Une société qui serait en bourse pourrait vendre, effectivement, ce serait très vrai, mais pour tous les autres, tant qu'on n'a pas d'acheteur, c'est du bidon. Tout à fait. C'est important ce point, parce qu'en réalité, beaucoup de porteurs de projets insistent sur la quantité qu'ils gardent. Enfin, on va y venir dans une question suivante. Donc la valorisation est évidemment importante, puisque on ne prend pas la majorité des parts. Donc on doit, à un moment donné, en fonction du montant qu'on va investir. Si on amène 200 000, il faut au moins que l'entreprise soit perçue comme valant 200 000. Tout à coup, on a plus que 50%. On a plus que 50%. Donc, dans l'exemple que je cite ici, on estime que la société dans laquelle on va investir vaut 400 000 € avant l'augmentation de capital et qu'on nous demande, nous, d'investir 100 000 €. Et donc, ça veut dire que... Donc, elle vaut 400 en pré-money. Et on rajoute vaudrait 100 000. Donc, elle vaudrait post-money, donc après augmentation de capital, 500 000. Et donc, on va calculer notre participation sur le montant que l'on investit par rapport au montant final. Donc 100 sur 500, ça fait 20% du capital. Donc si on investit dans ce cas-là, on prendrait 20% des parts de la société analysée. C'est ça. Donc la nouvelle configuration, c'est que les 100 000 € apportés par l'investisseur représentent 20% du capital de la future nouvelle configuration. Alors évidemment, la question c'est, ok, vous allez me donner 100 000 €, mais est-ce que vous allez mettre 100 000 € de moyens, devenir partenaire financier, nous aider avec votre réseau de contacts lors de conseil d'administration, etc. Mais est-ce que je dois vous filer 10%, 20%, 50%? Ça dépend évidemment de la perception. Alors c'est quoi la bonne valeur? C'est quoi les critères pour estimer une bonne valorisation? C'est compliqué. Alors le terme bonne évidemment est mis entre guillemets parce que c'est très compliqué de déterminer une bonne valorisation. Alors ça nous amène évidemment à la cinquième question, la question de qu'est-ce que c'est alors finalement une bonne, entre guillemets, valo. Tu me prêtes 100 000 €, enfin
en tant que start-up, vous investissez, vous devenez actionnaire, vous allez nous aider lors des conseils d'administration, enfin pas des conseils d'administration, lors des assemblées générales, puis c'est un poste d'administrateur ou c'est un poste CA ou AG? Alors, on a un poste d'administrateur, donc ça veut dire qu'on est au conseil d'administration. D'accord. L'assemblée générale, c'est Pour le l'ensemble. conseil des associés, donc des actionnaires. Ok, d'accord. Donc ça c'est bien, parce qu'au conseil d'administration, vous êtes donc d'une certaine façon avec un, non pas au day-to-day, mais avec un regard en tout cas bienveillant, utile au day-to-day. Mais pour ça, pour ces 100 000 euros, est-ce qu'il fallait filer 10%, 20%, 50%, enfin 50 pas, 49? C'est quoi une bonne valeur? Alors, il faut savoir qu'il y a autant de valeurs qu'il existe de start-up. Ok. Donc, il ne faut pas baser sa valorisation sur ce qu'il se fait ailleurs. Ok. On peut évidemment prendre des milestones ou des benchmarks plutôt sur des startups qui sont actives dans le même domaine, avec les mêmes clients, etc. Et donc se juger, mais il ne faut pas automatiquement partir sur les valorisations qui sont faites ailleurs. Ok. Donc la valorisation d'une entreprise, elle dépend évidemment du stade d'avancement du projet. Est-ce qu'on est au début ou est-ce qu'on a déjà 3 ans d'expérience avec du chiffre d'affaires, avec des clients et qu'on veut attaquer un nouveau marché? Là, évidemment, la valorisation n'est pas la même. Les techniques de valorisation dépendent du stade. C'est clair que l'exemple tout simple de la valorisation, c'est je suis courtier en assurance, j'ai un portefeuille, bah, je peux évidemment facilement regarder que vaut mon portefeuille annuel, et en gros c'est soit une proportion, soit un multiple hein, de la valeur des revenus récurrents annuels qui constitue plus ou moins la valorisation de mon entreprise. Mais dans le cadre d'une start-up, alors on va voir dans le cadre d'une start-up dans son premier tour, mais alors surtout dans tous les suivants, hein, tu vas nous en parler au niveau du stade de financement, la première fois en gros, on suce son pouce et c'est une espèce de montant que l'on décide en fonction du besoin qui est essentiellement sur la promesse. Alors que dans les tours suivants, ce sera quand même sur les résultats qu'on va évaluer. Donc c'est vrai que la première levée de fonds d'une start-up, elle se fait un peu sur l'histoire qu'elle va raconter, sur les promesses qu'elle va faire. Et donc elle doit se rendre compte que le plan qu'elle va présenter, son plan financier, son plan aussi qualitatif, où elle va attaquer ses clients, etc., va être déterminant dans la valorisation de son entreprise. Et donc si elle prévoit un certain chiffre d'affaires, eh bien, elle ne peut pas non plus prétendre à des valorisations trop importantes, parce que sinon ça lui met entre guillemets le couteau sous la gorge dans un deuxième tour. Dans un deuxième tour. Où donc, là on pourra évaluer sous résultat. Donc par exemple, on peut simplifions, disons que dans un certain secteur, on estime la valeur d'une entreprise à sa marge brute annuelle, mettons, un secteur qui tourne très vite, je lève 500 000 euros pour 50%, si je fais 500 000 euros, si je fais 600 000 euros, après un an, on peut dire, ah c'est bien, vous augmentez. Je lève 500 000 euros pour 25% et je fais 600 000 euros, on va dire, aïe aïe aïe, ce n'est pas bon parce que vous n'êtes qu'à 60% de votre valeur théorique. Au moment où on fonctionne, on a évidemment des indicateurs réels. Et alors, évidemment, la méthode de valorisation, il devient plus difficile de lever de promesse en promesse. Une fois qu'on fait du chiffre d'affaires, qu'on est dans un secteur, qu'on a une idée, on va retrouver là, les différentes méthodes de valorisation possibles, l'historique du temps, une proportion du chiffre d'affaires, une proportion de la marge, etc. Au bout d'un moment, à long terme, toutes ces techniques convergent, évidemment. Et donc, plus on va avancer, plus on va être exposé à la réalité de la vie de la PME ou de la start-up. C'est ça aussi que notre rôle de partenaire au début, même avant d'avoir un poste d'administrateur ou même avant d'avoir un accord sur le financement, on prend déjà ce rôle de partenaire puisqu'on explique aux porteurs de projets les risques qu'ils encourent de lever trop tôt ou à une valorisation trop importante. C'est ça. Et donc ça dépend bien évidemment du stade de financement. C'est quand on vient en très early stage et qu'on n'a pas encore énormément de KPI à démontrer, il ne faut pas être trop gourmand sur la valorisation pour se permettre justement un effet d'accélération sur les prochaines levées. Et donc c'est aux prochaines levées qu'on va pouvoir augmenter cette valorisation. Et ça nous ramène sur la question que tant qu'on n'est pas en bourse et qu'il n'y a pas un marché, qu'il n'y a pas une fluidité sur la valeur des actions, le pourcentage, ça ne veut rien dire du tout. Non. Ça ne veut dire qu'au moment où on réalise. Donc ce qu'on voit, c'est que la valorisation, si je te comprends bien, est tirée par différentes forces. Des forces de dilution où on dit « ah, je veux garder le maximum », ce qui est évidemment intéressant, mais également des forces de dire « attention, si vous prenez trop », parce que le montant qu'on doit lever, si on a besoin de 400 000, c'est 400 000 opérationnels, mais ces 400 000 sont à mettre en regard de quelque chose qui est totalement virtuel
Oui. Et il y a des forces qui tirent à ne pas lâcher trop, parce qu'évidemment, plus on garde, bah, plus on a encore la main sur la suite, mais plus on prend, plus les exigences de résultats sur la seconde levée seront importantes. Donc le vrai critère, en fait, ça devrait quasi être automatique. On devrait presque imaginer la règle du deuxième et du troisième tour, Ouais. une proportion de la marge, et dire ça, si vous pouvez faire 1 million et que 1 million de marge et qu'en gros on lève 1 million de marge, vous ne devez pas lever plus que la proportion de ce que ça représentera ou quelque Tout chose à comme fait. ça. Et c'est pour ça aussi que le prêt d'amorçage est important. Ah oui, parce qu'il permet de de sécuriser. sécuriser, puisqu'il Ah va oui. affiner le besoin, il va affiner le plan, il va affiner les prévisions financières, il va affiner le marché sur lequel on va attaquer. Et donc ça nous donne aussi une perspective de croissance de l'entreprise. Et donc ça nous donne une bonne base de discussion sur quel est le niveau de valorisation qu'il faut prendre pour cette première levée de fonds. Sachant que il faut quand même garder à l'esprit qu'on ne prend pas la majorité des parts Oui, et qu'on doit pouvoir justifier d'une valorisation suffisante pour, qu'on ne prenne pas la majorité des parts, mais bien surtout sûr, pour que le porteur de projet garde suffisamment de parts pour ne pas être dilué par la suite. évidemment. Et donc, Parce que soit sinon, on perd et le pilotage et la motivation, qui Exactement. sont les deux facteurs Exactement. clés de notre type d'investissement. En tout cas, ce Voilà. que nous souhaitons faire, c'est aider les entreprises dans leur croissance et pas nécessairement faire... Enfin, on n'est pas contre un exit, mais la stratégie n'est pas une stratégie spéculative d'exit fait. dans les 2 ans. Tout quoi, à c'est pas fait. l'idée. Donc, si à un moment donné, ça, ce qui démontre que si on lève trop fort, avec une valorisation trop élevée au début, et qu'on n'arrive pas à remplir ses objectifs, à la deuxième levée, comme tu l'as dit, on va regarder les KPI, on va regarder les résultats plus que l'histoire, et que donc les nouveaux investisseurs risqueraient de dire, ok, on n'augmente pas la valorisation. Et donc dans ce cas-là, il va y avoir un effet de dilution très important pour les porteurs de projet. A contrario, si le porteur de projet a une valorisation plus faible au début, mais qu'il remplit ses objectifs, Est-ce qu'il puisqu'il pourrait faire il a une moins... réélution? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Si vraiment ça a super bien tourné? Alors on peut évidemment l'envisager en C'est fonction... l'inverse de la dilution. Voilà, hein, tout c'est à plus fait. rare, moins connu, Voilà, mais c'est pourquoi plus pas. rare, c'est moins connu, c'est pas quelque chose qu'on propose automatiquement, mais en fonction des projets, en fonction des résultats qui sont proposés, c'est quelque chose qu'on peut évidemment discuter, négocier, mais c'est pas quelque chose qu'automatiquement on met sur la table. On préfère effectivement avoir une valorisation normale au départ, C'est ça. et que la dilution, l'antidilution en fait vienne du fait que les résultats aient Sont été atteints, Nettement meilleur. et que la valorisation au deuxième tour alors augmente et permette justement d'avoir cet effet anti-dilution. Super. Donc c'est une question, la question de la valo, qui est une question à ne pas balayer trop rapidement et qui Non. vaut vraiment la peine de regarder parce qu'on voit que pour des vraies bonnes raisons business et des vraies bonnes raisons de qualité, je dirais, de la santé financière de l'entreprise à moyen et à long terme, il y a des forces différentes qui tirent effectivement la valo tantôt vers le haut, tantôt vers le bas, et que la seule vraie bonne réponse est un équilibre malin qui permette évidemment à la start-up, et donc forcément à son financier, puisqu'il s'inscrit dans la même logique de durée, à la start-up d'avoir effectivement une vraie perspective de croissance à long terme. C'est pour ça que dans les différentes étapes de la constitution du dossier qu'on a vu dans la question précédente, il y a un point sur la valorisation, parce que c'est un point de discussion important sur lequel il ne faut pas passer. Il faut vraiment rester dessus et être sûr que la valorisation ne va pas freiner le développement de l'entreprise. Super. Donc ça, c'est vraiment une question qui est la question intéressante, je dirais, avec l'investisseur. Alors, tout ça nous amène à, évidemment, un élément. Qu'est-ce que toi tu lis? C'est quoi tes critères? C'est quoi un bon dossier pour toi? Alors un bon dossier, c'est un dossier qui a deux parties pour moi, une partie que j'appelle qualitative et une partie quantitative. Alors la partie quantitative, évidemment, c'est simple parce que c'est tout ce qui est plan financier, les comptes de résultats, les plans de trésorerie, etc. Donc là, tu es dans la deuxième partie. Mais je suis dans la deuxième partie. Mais... Plan de trésorerie qui est la clé, puisque, comme je le rappelle dans la vidéo introductive, c'est le besoin de fonds de roulement, c'est le maximum du négatif du besoin de fonds de roulement, le maximum négatif de la trésorerie que l'investisseur finance. Ce qu'on appelle le pic de trésorerie, le donc pic de trésorerie qui est négatif, puisqu'il y a un besoin de financement, et donc le plan de trésorerie que l'on demande mensuellement. Donc on ne finance pas l'ensemble des dépenses, on finance le pic de trésorerie négatif, qui tient compte forcément des revenus intermédiaires, des délais de paiement, de toutes sortes d'hypothèses, qui sont d'ailleurs des tas d'hypothèses très intéressantes à analyser aussi dans le prêt d'amorçage. Tout à fait. Quelle est la sensibilité aux variables clés du business sur le plan de trésorerie? On a vu des super histoires de gars qui levaient
ils viennent chercher 200K, mais qui à un moment donné ont des trous à moins 700. Quoi. Donc là, effectivement, il y a un sérieux problème, quoi. Ça va planter. Et c'est pour ça évidemment que le prêt d'amorçage permet de pouvoir affiner au mieux son besoin. Super. Donc ça c'est la partie quantitative qui est évidemment importante. Et c'est l'idée qu'on a en général, mais la partie qualitative, c'est pour ça que j'ai commencé par la quantitative, parce que les gens, quand ils pensent à un dossier d'investissement, automatiquement, on nous envoie un plan financier, ce qui est très bien, mais on oublie la première partie qui est tout aussi importante, si pas plus importante, parce qu'elle va découler évidemment sur un plan financier, c'est toute la partie quantitative. Donc, qui est la société, qui sont l'équipe, puisque comme on a dit, on investit d'abord dans une équipe, dans la logique, on ne prend pas la majorité des parts, donc j'investis d'abord dans une équipe. Ouais. Ça c'est vrai pour beaucoup d'investisseurs. Beaucoup d'investisseurs veulent d'abord investir dans un team, effectivement. Tout à fait. Sa capacité d'exécution, est-ce qu'il a de l'expérience, est-ce qu'il connaît son marché, etc. Donc le team est vraiment très très important. Et puis après, alors on regarde les points, tous les autres points. Donc quel est le produit, est-ce qu'il y a un marché ou pas, est-ce qu'il y a des concurrents, est-ce qu'ils ont une stratégie marketing ou commerciale, et le business model, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont déjà des... Alors en amorçage, on n'a pas vraiment cette question de business model, mais en tout cas plus tard, est-ce qu'on a pensé à monétiser l'activité de son entreprise? Comment est-ce qu'on va gagner des sous? Parce qu'à un moment donné, si dans le plan financier, on prévoit des rentrées, il faut qu'on puisse comprendre quel est le business model et comment s'explique le chiffre d'affaires qu'on met dans le plan financier. Donc toutes ces questions, on les a évidemment abordées, on les aborde en détail dans l'ensemble des vidéos ici. Ok, alors... quels sont les critères utilisés? Alors, évidemment, j'imagine que les critères matchent pas mal le plan. On est censé lire, évidemment. Alors, comme je viens de le dire, c'est le team qui est pour moi le premier critère, c'est le team. On aurait pu les numéroter. Oui, mais en tout cas, quand quelqu'un vient me présenter un projet, je regarde le team, qui est le team, et si elle a une capacité d'exécuter ce qu'elle me promet d'exécuter. Plutôt un team qu'un gars tout seul. On finance parfois des projets Alors, on finance des projets de gars tout seul, mais c'est vrai que... c'est rare de faire tous les talents tout seul. Voilà, à un moment donné, quand on est tout seul, on s'épuise, et donc c'est aussi notre intérêt de faire attention à la santé de notre porteur de projet et faire en sorte qu'il ne s'épuise pas. Si un porteur de projet s'épuise, c'est le projet qui s'épuise aussi. Évidemment. Et donc c'est pas notre intérêt non plus d'épuiser les gens. Et donc donc c'est le team, et puis c'est ma capacité aussi à comprendre le projet. Alors, c'est ce que je connais, ce que je comprends le projet, mais c'est surtout la capacité de l'équipe à bien me présenter le projet. C'est ça. Il faut que je comprenne le projet. Si je ne comprends pas le projet qu'on me propose, évidemment, ça va être difficile. Même dans des domaines spécialisés, on a évidemment des experts. Si on fait de la biotech, machin, etc., on peut trouver ça. Alors, on peut pas connaître. On a des experts dans les domaines. On ne peut pas connaître tous les domaines. Donc, s'il y a un domaine spécifique, on fait appel à un expert technique qui vient valider ou non le projet. Mais en tout cas, dans mon chef d'investisseur, c'est la compréhension en règle générale. Est-ce que le porteur est capable d'exprimer avec des mots simples et clairs le projet qu'il veut mener? C'est ça, parce que même dans des domaines très techniques, on n'est pas en train de discuter ici du brevet ou de la technologie qui se capte derrière, mais vraiment de la quasi-gouvernance du projet d'entreprise. Et ça, ce sont des dimensions, normalement, qu'on doit pouvoir vulgariser. Et aussi sa capacité à attirer, attirer les gens. C'est-à-dire que si à un moment donné, il ne se fait pas comprendre, les gens ne l'écouteront pas. Évidemment. Ce qui est très important pour les prochaines levées. Exactement. Alors, après le pain, donc ça veut dire est-ce qu'il y a un besoin pour son projet, est-ce qu'il y a un manque sur le marché, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il répond réellement. Il faut avoir une technologie remarquable, il faut évidemment qu'elle puisse trouver un acquéreur. Un marché, un utilisateur. Le potentiel d'évolution, ça c'est intéressant. Alors, c'est un point que je ne mentionne pas spécifiquement lorsque je mais effectivement, c'est intéressant. On est un investisseur, donc à un moment donné, comme je l'ai dit au tout début, on va quand même regarder le potentiel de croissance et donc savoir si à un moment donné ce projet est porteur financièrement. Et donc le potentiel d'évolution, c'est est-ce que le produit, par exemple, qu'on nous propose a les capacités de sortir V2, V3, V4, et donc d'évoluer en fonction des besoins du marché. Et est-ce que aussi il y a un marché qui est en évolution? Est-ce que le marché est en croissance? Est-ce qu'on surfe sur des tendances? Si à un moment donné, le marché est en tendance, est en croissance, et qu'on a en plus un produit qui peut être adapté à différentes cibles ou aux différents stades d'évolution du marché, il y a là un potentiel d'évolution qui automatiquement va se retranscrire d'un point de vue financier. Et in fine, c'est quand même la dernière ligne qu'on regarde, voir si c'est porteur. Super. Alors, ça rejoint évidemment le marché, son potentiel de croissance, son potentiel d'évolution. La valorisation, qui peut être un élément bloquant, on en vient d'en parler. Ou un élément, un vrai... les porteurs de projets beaucoup trop gourmands, évidemment, n'ont pas beaucoup d'audience, parce qu'on sait très bien que ça va poser problème. Malheureusement, c'est des bonnes idées qui ne vont pas fonctionner, qui risquent de ne pas fonctionner. Voilà.
Et voilà. les prévisions financières, c'est de savoir si le business plan qu'on nous propose et le plan financier qu'on nous propose sont réalistes par rapport Oui. au marché et par rapport aux produits qu'on nous a présentés. Et génère quand même finalement un potentiel de cash flow suffisant. Et génère du cash flow suffisant. Ok, super. Ok, bah ça nous amène tout doucement à la fin de cette vidéo. Alors peut-être un dernier conseil pour nos porteurs de projets, pour les candidats à l'investissement. Alors, quand on vient chez un investisseur, il faut vraiment être bien préparé. Donc, c'est-à-dire c'est pour ça que le programme qu'on est en train de faire répond justement aux besoins que le porteur doit être préparé devant l'investisseur, parce qu'on n'a finalement qu'une chance de faire une bonne première impression. Une seule fois. Hein. Et donc, c'est très important de venir préparer et de rester... j'aime bien le terme humble, ça te fait sourire, mais en tout cas de ne pas être trop gourmand sur les parties valorisation ou sur les perspectives d'avenir de son entreprise. C'est-à-dire qu'il faut rester conscient du projet et du marché dans lequel on est. Et c'est comme ça qu'on grandit en fait. À être trop gourmand, c'est généralement là qu'on fait des erreurs. Il faut pouvoir écouter le coach et écouter l'investisseur aussi qui doit donner des conseils en plus de donner de l'argent. Et tout ça fait en sorte qu'on est bien préparé, qu'on mène un projet bien préparé et qu'on arrive devant un comité d'investissement avec toutes les informations nécessaires pour faire du projet une réussite. Super, bah voilà, ceci conclut cette 6e vidéo bis, en quelque sorte la rencontre avec notre investisseur, 6e vidéo sur la thématique effectivement du dossier d'investissement. Xavier, merci, on se revoit bientôt et nous on se retrouve dans les vidéos 7, 8, 9 qui ne manqueront pas de suivre. Bonne journée. Au revoir.